J'adore le putain, ma reine, t'es trop forte. C'est bien, mon Bayrou, c'est bien, c'est bien. Voilà ce que j'attendais de toi, c'est bien. Je vais peut-être reprendre la mission après tout. L'entendre dire, il faut qu'on se recentre sur les missions régaliennes, qu'on se recentre sur ce qui est essentiel. Eh ben, punaise, c'est vite rentré, hein. Ah, si ça avait été aussi facile durant ces 7 ans. Donc c'est bien, mon Bayrou. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Refaire partir notre système. Parce que là, le système, il est HS, hors service. On injecte de l'argent n'importe comment, sans aucune lucidité, sans aucun bon sens. On pense toujours à l'instant présent. Mais comme je vous le répète depuis maintenant 7 ans, on s'en bat les couilles de l'instant présent, il est vécu sur le moment. Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir? Quelle est la vision de l'avenir pour le futur? Une société doit toujours se penser avec une distance. Les Français veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés pour les 50 prochaines années. Quel va être leur système pour les 50 prochaines années? Ça sert à rien de regarder 2000 ans plus tard. Mais au moins les 50 prochaines années. Comment on va faire s'il n'y a pas assez de naissances pour pouvoir financer les retraites de tout le monde? Comment on va faire pour cotiser de façon à ce que nos institutions marchent pendant les 50 prochaines années? C'est ça qu'il faut réfléchir. Quand je vous dis, il vous manque la lucidité, le bon sens, l'esprit sain, c'est pour une bonne raison. Et c'est pas l'esprit sain avec un sain comme le saint avec un T. Non, c'est l'esprit sain, S-A-I-N. Il est sain, sain. Il fonctionne normalement, l'esprit. Et c'est pas parce que je suis le Saint Graal mais que je mets la religion à toutes les sauces. Non, l'esprit saint. Un corps sain, un esprit sain. Pas besoin de mettre un T. Donc là, Bayrou, c'est bien. Je vois que le message est monté. Il a bien été transmis. On va peut-être y arriver. Je vais peut-être reprendre la mission si ça marche aussi bien. Oui, mon Dieu. Attends, non mais avec les politiques, tu peux dire c'est très bien, ne va pas dans les félicitations encore. Tant que les choses ne sont pas faites correctement, tu ne peux pas féliciter ces gens-là. Chasser le naturel, ils reviennent au galop. Je les mets tous dans le même sac, les politiques. Beaucoup de paroles, très peu d'actions. Et très peu d'actions réelles et concrètes, nécessaires. Donc c'est pas parce qu'il a entendu le message que forcément le message va être exécuté. C'est le problème depuis 7 ans avec eux. Mon Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette putain de mission avec des gens où ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre? Si t'as compris ce qu'il faut faire, fais-le. C'est ce que les Français attendent. Si t'as compris, fais-le. Ne perds pas de temps. Là, ils sont en train de se dire, oh, mais l'hôpital est en mort cérébrale. C'est vrai que s'il y a une deuxième pandémie, parce que pour l'instant, c'est pas une pandémie qu'il y a avec la grippe, mais une deuxième pandémie avec les hôpitaux totalement saturés, comme pour la Covid. Mais l'hôpital, il s'effondre complètement et il se relèvera pas. Pourquoi? Parce que depuis la Covid, tu n'as rien fait pour l'hôpital public. Pourquoi ils ne s'en sortaient pas par rapport à la Covid? Parce que toutes les personnes qui étaient atteintes de la Covid étaient redirigées vers tous les hôpitaux centraux. Les petits hôpitaux de villages et de petites villes ont fermé. Ils ont voulu faire des économies en réduisant du personnel, en réduisant des lits d'hôpitaux, en fermant des petites structures qui pouvaient accueillir un public beaucoup plus réduit, mais empêcher justement que les gros hôpitaux centraux soient complètement saturés.
C'est de la logique. Si tout le monde va dans le grand hôpital de la grande ville, eh ben tout le monde est réuni au même endroit. Et vu qu'il n'y a pas de petits hôpitaux à côté, comment tu peux gérer? Faut rouvrir ce qu'on a fermé. Faut remettre des lits qu'on a créés. Ils disent ouais, mais si on refait ça. Non mais mon Dieu, écoute bien. Si on recrée des lits, si on réouvre des hôpitaux, si on remet du personnel dans ces hôpitaux, et qu'au final, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas d'épidémie, mais tu as toujours du petit public, le public que vous n'aimez pas parce qu'ils vivent pas dans les grandes villes, tu as toujours des citoyens français qui n'auront pas besoin de faire 2 heures de route pour aller se faire soigner. C'est pas quelque chose qui est perdu. Parce que de toute façon, l'hôpital public, s'il ne tourne pas rond, c'est qu'il y a trop de personnes qui y vont. Il faut désaturer le nombre de personnes qui vont dans ces grands hôpitaux. Normalement, l'hôpital de Narbonne, c'est pour les Narbonnais. C'est pas pour tout la région, ni le département. C'est pour ceux qui vivent à Narbonne. Ceux qui sont à Montpellier, les villages autour de Montpellier, dans la périphérie de Montpellier, ils vont aller se faire soigner à Montpellier. Ceux qui sont des petits villages autour de la région, donc voilà, du côté Béziers, vont aller se faire soigner à Béziers. Mais les autres, ceux qui sont plus loin, on ne peut pas compter sur 2 hôpitaux pour tout un département. Des petits hôpitaux de petites villes permettent d'éviter que l'hôpital central soit saturé et que le personnel ne tienne plus la route. Surtout que la qualité de soins baisse par rapport au nombre de personnes qui y viennent. Plus tu as d'entrées dans un hôpital, plus tu vas avoir de sorties, d'entrées, de sorties, d'entrées, de sorties, d'entrées, et tu peux pas bien soigner tes patients parce qu'au final, tu n'as pas la possibilité de le faire. Tu as trop de personnes à devoir t'occuper. Non mais ça c'est la logique, c'est le bon sens. C'est la lucidité d'esprit, ça. Ça, c'est la compréhension d'une situation et d'un système qui tourneront. Mais mon Dieu, ils les ont fermés, ces hôpitaux de village, ces hôpitaux de petites villes. Ils les ont fermés, voulant tout faire gérer par les hôpitaux centraux. On voit le résultat. Il ne fallait pas faire ça, vous l'avez fait. Mais non, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à quelque chose de plus normal, de plus sain? Ben, il faut rouvrir des petites unités de soins. Ce qui permet d'éviter aussi aux pompiers de devoir aller un peu partout pour aller chercher des patients. Si tu as un hôpital d'une petite ville qui a 10 minutes de chez toi et que l'hôpital central de ton département est à 1 heure de route, on va t'amener aux 10 minutes à côté de chez toi plutôt que de te faire aller aux 10 minutes, aux 1 heure de route. Après, tout dépend de la gravité du patient. Les petits hôpitaux, on peut faire des petites unités de réanimation. 4-5 lits pour un petit village, pour une petite commune. On n'est pas obligé de faire un service énorme comme ceux des hôpitaux centraux. On fait un petit service avec un personnel réduit mais qui pourra gérer une petite quantité de patients. Voilà comment on répartit les patients sur tout le territoire. On doit faire pareil avec l'école. On doit faire pareil aussi avec des postes de police. On compte sur les postes de police des grandes villes, mais dans les petites villes, il n'y en a pas. Qu'attendent certains maires pour faire une petite police? 2-3 policiers à l'année, c'est pas compliqué. Et ça permet d'avoir une assistance en cas de besoin. Mon Dieu, tu sais qu'il y a quelqu'un du gouvernement qui m'a dit, mais c'est vrai, on ne tient pas plus de, tu dis 3 jours, selon l'armement qu'on va utiliser.
Mais c'est clair qu'on ne tient pas plus d'une semaine si on nous attaque en pleine guerre. On se fait attaquer, pas nous qui faisons la guerre à quelqu'un d'autre. On se fait attaquer. On est dans la même situation que Zelensky. Au bout d'une semaine, on crie à l'aide, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de ci, parce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on attend? De se faire attaquer? Vu qu'on est dans une époque où tout le monde fait la guerre à son voisin. Normalement, ton voisin, t'es censé le respecter et vivre en communauté avec lui, à vivre à côté de lui, dans la paix, mais non. Ils préfèrent faire la guerre à leurs voisins. Ben, à un moment donné, quand tu attaques tes voisins, tu te retrouves en pleine guerre. Et si tu n'as pas l'armement, justement, pour pouvoir attaquer ou pour pouvoir te défendre, eh ben, on se retrouve comme Israël et la Palestine, et on se retrouve comme, au final, la Russie et l'Ukraine. On se retrouve dans la même position. Sauf que si tu n'as pas suffisamment d'armement, ben, tu tiens pas la route. Et c'est la logique, c'est comme pour les écoles. Plus il y a d'écoles dans un village, ça veut dire qu'il te faudrait une école par village, une école par petite ville, même voire deux. Plus il y a des écoles sur ton lieu de résidence, plus les classes sont désaturées, il y a moins d'élèves par classe et le professeur peut gérer des classes plus réduites, ce qui permet une meilleure adaptation des élèves à l'application des programmes scolaires. Sur une classe de 30 élèves, s'il y en a 5 qui n'ont pas compris, tu perds de temps à devoir expliquer à ces 5 élèves. S'il y a plus de 5 élèves qui n'ont pas compris, comment tu peux t'occuper de tout le monde? 30 élèves pour une personne. Mais même une mère de famille nombreuse, mais elle pèterait un plomb au bout d'un moment. Déjà, quand tu as 6 enfants à devoir élever, à devoir instruire, déjà c'est du boulot. Alors 30 élèves, je suis maman de 2 enfants, faut quand même avoir le temps et la patience pour s'occuper de 2 enfants. Quand on a 6, je te dis pas. Quand on a 10, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais quand tu as 30 enfants à gérer toute la journée, mais c'est à s'en arracher les cheveux au bout d'un moment, c'est surhumain ça. Et l'État, oh mais il suffit d'appliquer le programme. Mais ne vous étonnez pas que les élèves sont en échec scolaire. Plus il y a d'élèves en classe, moins le professeur peut faire correctement sa classe. Oui, une classe de 10-12 élèves par professeur, ça c'est quelque chose de faisable. Il y a moins d'échecs scolaires. Et justement, on augmenterait nos notes dans les classifications. Parce que les enfants apprendraient mieux. Le professeur peut mieux faire apprendre et les enfants peuvent apprendre mieux quand la classe est réduite. 32 élèves pour un professeur. Et on s'étonne qu'il y ait un échec scolaire et que les professeurs sont au bout du rouleau. Mais c'est ça le système français, c'est tout ça. C'est la santé, c'est la justice. On fait tout gérer par le tribunal de Montpellier est dans une merde, mais pas possible. Manque de moyens, manque de personnel, des dossiers qui s'entassent, ils ne s'en sortent plus. Les délais sont très longs pour pouvoir avoir audience. Donc voilà, ils ne s'en sortent plus avec leurs dossiers. Entre Béziers et Montpellier, Béziers s'en sort très bien. Les délais sont courts de traitement des dossiers. Montpellier, ils ne s'en sortent pas du tout. Et on voit que Montpellier est géré par un gauchiste et qu'au final, Béziers est géré par Ménard, par un droitiste. On voit au final la différence entre la droite et la gauche. La droite sait s'occuper du régalien. La gauche en est incapable. Oh, faut pas punir.
Non, moi, je suis à saturation. Tu sais, c'est comme, mon Dieu, c'est comme un âne auquel tu es obligé de remuer la carotte pour le faire avancer. Ah, mais ils sont têtus, ces gens-là. Ils croient avoir eu raison. Ils ont eu tous tort dans leur ensemble. Les politiques qu'ils ont mis en place sont plus que stériles à long terme. Ils ont cru avoir une bonne idée, ben ton idée, elle était pas bonne. Elle était peut-être bonne sur le moment par rapport à la situation qu'il fallait régler en urgence, mais sur du long terme, elle est catastrophique, ta proposition. Ils ne pensent pas à long terme, ils pensent à l'urgence. Ils réagissent que sur de l'urgence. Parce que le peuple est en colère, parce qu'au final, il y a un fait de société, ils réagissent que par urgence. Mais on ne peut pas créer un système sur de l'urgence. Le système, il est fait sur de l'urgence et sur des moments aussi où il n'y a pas d'urgence. Il y a les deux à prendre en compte. Quand tout va bien, comment ça doit fonctionner, et si ça fonctionne mal, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer de façon provisoire et non pas de façon définitive le système pour tenir la route en cas d'urgence. Normalement, le cas d'urgence, c'est des mesures express. C'est des mesures qui ne doivent pas durer sur le temps, puisque c'est juste sur une situation d'urgence. Ils basent une politique que sur des situations d'urgence. Donc, quand il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus rien qui tourne. Il n'y a plus de système quand il n'y a pas d'urgence. On le voit avec l'hôpital. Une épidémie de grippe, l'hôpital n'en peut déjà plus. Une pandémie, qu'est-ce que ça va faire à votre avis? Avant de réagir sur de l'urgence, ça veut dire une pandémie à nouveau, déjà commençons déjà par revoir le système pour des situations qui ne sont juste quelque chose d'épidémique, mais pas de pandémique. Si déjà tu sais gérer une épidémie, t'as juste à modifier un petit peu le système en cas de pandémie. Mais si déjà, juste en cas d'épidémie, l'hôpital ne peut pas tenir la route, le système ne marche pas, alors en cas de pandémie, c'est l'effondrement total. C'est de la logique, c'est du bon sens, mon Dieu. Ça s'appelle la lucidité d'esprit. Qu'est-ce qu'on s'est politique dans la tête pour ne pas comprendre ça? Donc là, on me dit, Bayrou, il a compris, oui, j'ai entendu aussi. Mais comprendre et faire, ce sont deux choses différentes. Les belles paroles n'engagent que ceux qui n'y croient. Crois en leurs belles paroles. Oui, il faut faire ça. Mais si tu le fais pas, ça reste une parole en l'air. Il n'y a pas d'acte. C'est de l'action que le peuple français attend.